Et l'avant-dernier, puisque bien évidemment nous terminerons certainement au mois de juin ce tour d'horizon que nous réalisons tous les mois. Alors ce mois-ci, comment choisir un LMS pour un MOOC? Pourquoi LMS? Pourquoi MOOC? Bien, d'une part, pour présenter la deuxième édition du guide du FOD. Alors le FOD, si tout le monde ne le connaît pas encore, c'est donc le Forum français pour la formation ouverte à distance et qui s'appellera bientôt Forum pour les formations digitales. Ce guide qui a été présenté donc par Noria, qui va donc intervenir au Salon e-learning forum fin janvier 2016 à Paris, et pour lequel le cabinet Stratis d'ailleurs a participé sur le volet open source dont elle nous parlera effectivement tout à l'heure. Donc ça c'est le premier aspect, donc avec effectivement un succès assez important, hein, significatif de ce guide. On en parlera justement, on vous donnera quelques chiffres tout à l'heure. Et puis donc LMS pour une partie, et pourquoi MOOC? Bien parce que vous n'êtes pas sans constater bien sûr que les MOOC sont presque devenus un phénomène, hein, comme on dit. Et je regardais encore à l'instant uniquement bien sûr sur l'espace francophone, ce sont plusieurs dizaines de MOOC qui démarrent tous les mois, encore plus de 30 ce mois-ci, au mois de mars il y en avait une cinquantaine. Donc on est vraiment dans un phénomène quand même nouveau, surtout, moi ce que je considère de véritablement nouveau, c'est que d'une part, ces MOOC sont proposés par des structures autant publiques que privées, que ce sont des organismes de formation dans la majorité des cas, mais on trouve aussi des structures nouvelles qui viennent proposer des MOOC. Je pense à Rue 89 par exemple, hein, site d'information en ligne, qui est maintenant une filiale du Nouvel Observateur, qui propose un MOOC lié au métier du journalisme. Et puis, ce n'est pas non plus, je dirais, on va dire un outil, un produit qui est réservé aux grands organismes de formation. De plus petits organismes de formation peuvent aujourd'hui proposer effectivement des MOOC très intéressants, et bien évidemment c'est la raison pour laquelle nous nous sommes dit il faut pouvoir parler de LMS et de MOOC aux établissements de formation normands. Donc, à côté de ça, nous voulions effectivement avoir un témoin d'un acteur de ces MOOC, et un témoin significatif, puisque en accueillant Loïc Tournaudoy de l'AFPA, nous accueillons à travers lui le MOOC Cuisine qui s'est terminé il y a quelques semaines, et qui est, Loïc nous confirmera mes dires, le premier MOOC francophone en termes d'audience, tout du moins, pour ces premières années de MOOC francophone. Voilà, donc sans plus tarder, écoutez, je vais passer la parole donc à Noria, pour d'une part qu'elle puisse se présenter, et surtout vous présenter ce qui a fait la particularité de ce guide 2016, donc comme vous le voyez, qui s'appelle LMS et MOOC, comment choisir sa plateforme. Alors Noria. Merci Jean-Luc. Voilà, donc tu es en animatrice, et je ferme moi ma webcam, qu'on puisse, je dirais, si tu as, voilà, qu'on puisse te découvrir et mieux te connaître. Si tu veux peut-être nous présenter à la fois, bien sûr, avant de nous présenter ce guide, comment Nel et Associés y a participé, et ton rôle tout particulièrement, qui depuis 2 ans a été un rôle très actif dans la réalisation et dans la promotion de ce guide. Oui, je te remercie Jean-Luc. C'est grâce à toi également, puisqu'on est 2 à avoir monté ce groupe de travail au sein du FOD sur les LMS. Enfin, au départ, le guide tel qu'il est paru il y a 1 an et demi presque. En 2015, la première édition, c'était sur les plateformes LMS exclusivement. Et c'est vrai que cette année, notamment en discutant avec Loïc Tournaudoy, on s'était dit que c'était intéressant d'élargir ce guide aux plateformes MOOC. Et tout l'enjeu de ce guide, c'était de donner des repères aux différentes personnes, que ce soit des entreprises, des organismes de formation ou des administrations publiques, sur comment choisir sa plateforme. Quand il est question en fait, de choisir une plateforme LMS,
les différents paramètres à prendre en compte et on avait vu, que ce soit toi Jean-Luc de ton côté ou nous aussi de notre côté au sein de l'agence, on avait vraiment vu que les gens étaient souvent perdus et ne savaient pas comment hiérarchiser les différents critères à prendre en compte. Donc, juste rapidement pour vous présenter un petit peu notre agence, j'ai créé il y a 3 ans Mel et Associés. C'est une agence de formation spécialisée en e-learning. Donc, notre champ d'intervention, ça va être essentiellement de conseiller soit sur le choix des outils, soit sur la mise en place de dispositifs mixtes complètement e-learning. Et puis également, l'essentiel de notre activité, ça va être sur la conception et la réalisation des dispositifs sur mesure. Donc après, on travaille vraiment avec des acteurs très différents, tant sur la formation initiale que sur la formation continue. C'est vraiment très enrichissant parce qu'on peut appliquer des choses qu'on va monter pour des enfants et pour l'inspirer, pour imaginer des supports peut-être plus ludiques pour les adultes également. Donc on aime bien ce va-et-vient entre ces deux univers. Donc pour revenir au guide, l'idée c'était de dresser un panorama des différentes plateformes. Donc on a monté un travail, Jean-Luc, tu le sais bien, l'année dernière, où on avait un certain nombre de personnes, des indépendants ou des gens qui ont un cabinet ou une agence, et qui se sont appuyés sur leur expérience pour imaginer une grille en fait d'évaluation, sachant qu'en fait on avait 2 méthodologies différentes, puisque dans ce guide on trouve à la fois des plateformes d'éditeurs, donc des plateformes qui se commercialisent sous la forme d'abonnements en mode SaaS. Je laisserai un petit temps après aussi cette présentation pour des questions-réponses parce que j'utilise peut-être du vocabulaire qui parfois peut interpeller ou poser des questions. Donc surtout, n'hésitez pas à garder ces questions à l'issue de la présentation. Je répondrai à l'ensemble des questions. Et puis donc il y a aussi la partie plateforme open source, Moodle étant la plus connue, où là le cabinet Stratis, de par son expérience et son propre benchmark, a pu vraiment établir un panorama très, très complet. Et l'idée c'était vraiment de nous entourer de professionnels de la formation à distance pour dresser un panorama le plus complet, le plus juste possible des différentes plateformes qui existent et des plateformes qui également sont les plus utilisées sur le marché en France. Là, vous voyez, c'est les plateformes que nous avons retenues parmi les plateformes d'éditeurs qui sont des plateformes commerciales. Donc, il en existe encore beaucoup d'autres, mais c'est vrai qu'on a pris en compte parmi les critères de choix le nombre d'utilisateurs et également le chiffre d'affaires. Donc là, ce sont les 10 plateformes retenues en 2016, sachant qu'en 2015, on avait retenu 2 autres plateformes qui finalement n'ont pas été maintenues, notamment du fait du faible nombre d'utilisateurs et un éditeur d'ailleurs que je ne nommerai pas n'a plus souhaité participer parce qu'il souhaitait en fait contrôler un petit peu le contenu de notre guide, donc pour des raisons de transparence et puis d'honnêteté, on a préféré poursuivre la publication de ce guide. Donc à la fois parmi ces éditeurs, vous verrez, il y a à la fois des éditeurs américains et quelques éditeurs français également, comme IDCO ou Future Skill et Archivist également, ou Expertine. Les 4, si je ne me trompe pas, il y a 4 éditeurs français et les autres sont étrangers, donc il y a Moss et Suisse, et puis les 4 autres qui sont... Online Format Pro, j'ai un doute. Oui, français. Oui, tout à fait. Pardon. Voilà. Et puis les plateformes LMS retenues en 2016. Là, Jean-Luc, je te laisse peut-être compléter aussi. Je sais qu'on en a retiré une ou deux qui me semblaient moins pertinentes parce que ça pas mise à jour. Oui, tout à fait. On a retiré une version de Chamilo qui était la version LCMS qui reste une version bêta, hein, donc qui n'est pas exploitable et pas utilisable par aujourd'hui des organismes de formation en l'état, à la demande, enfin en accord plus exactement avec l'association de Chamilo. Et puis Formagri qui est une plateforme qui existe. Alors je crois qu'on a quelqu'un parmi nous
du secteur de l'agriculture, enfin d'un établissement agricole, peut-être utilisateur de Formagri, mais donc Formagri a été retiré dans le sens où c'est une plateforme qui n'évolue plus et qui n'évoluera plus hein, dans les années à venir, bien qu'elle soit encore utilisée par quelques établissements. Voilà, et donc alors l'apparition, ah tiens, je le vois pas par contre du coup, je vois qu'on a eu plusieurs versions du diaporama, puisqu'en fait il y en a une nouvelle et non la moindre, puisque c'est celle dont nous parlera Loïc tout à l'heure, puisque c'est OpenEDX qui a été intégré Oui, effectivement. Mais je pense qu'on a une version intermédiaire du diaporama, donc voilà, il suffit de le rappeler simplement. Donc toute cette plateforme, alors c'est beaucoup plus valable bien sûr pour les plateformes open source que pour les plateformes éditeurs, ont été testés dans leur dernière version. Donc les versions éditeurs, on s'en préoccupe pas trop, enfin pas toujours, parce que les éditeurs mettent à jour systématiquement leur plateforme. Donc bien sûr pour les open source, c'est la dernière version qui a été réinstallée et testée à nouveau à chaque fois. oui, effectivement, en fait, sur cette version, en fait, comme on avait pensé à un moment donné mettre en avant les plateformes MOOC, du coup, effectivement, j'avais une slide supplémentaire où il y avait à la fois Solerny. Pour la partie éditeur, en fait, c'est la plateforme d'Orange qui permet de diffuser les MOOC. Et effectivement, pour la partie open source, on avait listé à la fois, je crois qu'il y a Canvas, Moodle et puis EDX qui permettent effectivement de diffuser, peut-être Caroline Connect aussi, qui permettent de diffuser des MOOC. Tout à fait, ouais, c'est ça. Alors après, l'idée à travers ce guide, c'était aussi de se dire, au-delà des critères que nous avons pu prendre en compte, alors essentiellement sur la partie éditeur, mais on n'en est pas très loin aussi sur la partie open source, parce que la méthodologie est un tout petit peu différente pour les deux types de plateformes. Les 6 critères que nous avons pris en compte sont la pédagogie, le design, la technique, tout ce qui est lié au reporting, au déploiement et aux services offerts par les éditeurs. Et donc l'idée, c'était de se dire que quand on choisit en fait une plateforme, quand on cherche une plateforme, je voulais mettre en garde un petit peu dans ce guide, on a ce petit radar qui permet de positionner chaque plateforme. Mais l'idée, c'est pas de choisir la plateforme qui a la meilleure note sur les 6 axes, c'est plutôt de repartir des besoins que vous pouvez avoir pour ensuite choisir celle qui finalement vous convient le mieux. Et si je le dis, c'est parce qu'une de mes amies en fait m'avait dit c'est génial, le guide, moi ce que je veux c'est la plateforme qui est la meilleure. Nous voulons ce qui vient mieux, c'est souvent ce qu'on entend et finalement c'est un petit peu comme une voiture quand on se dit moi aussi je recherche une voiture. Finalement, quel en est l'usage, enfin, quel est l'usage qu'on va faire de cette voiture? Est-ce que c'est d'aller chercher ses enfants à l'école? Est-ce que c'est d'être commercial et de parcourir une région entière? Et en fonction du besoin, on va s'orienter en fait vers des modèles de voitures différents. Pour une plateforme, c'est un petit peu pareil. Et donc, il faut vraiment à chaque fois creuser le besoin sur ces 6 axes différents pour arriver à déterminer quelle est la plateforme qui vous convient mieux. Donc, en termes de pédagogie, par exemple, on peut tout simplement avoir besoin de mettre à disposition une bibliothèque de ressources. Et là, il y a plusieurs alternatives qui sont possibles. Donc ça, il faut vraiment creuser. Pardon, je vais revenir. Plusieurs alternatives, c'est que ces ressources vont être accessibles depuis la plateforme en général et quelle que soit la formation. Donc ces ressources vont être transversales à toutes les formations. Ou est-ce qu'en fait, on va vouloir avoir une bibliothèque de ressources qui va être spécifique pour chaque module de formation. Donc ça peut être intéressant si on vise des publics et des niveaux différents, de pouvoir différencier et cibler en fait les supports qui seront remis au public. Donc à chaque fois, il faut vraiment partir de l'usage qu'on veut faire de cette plateforme et de la pédagogie pour vraiment dérouler le fil et puis identifier quelle est la plateforme qui permet d'aller jusqu'à ce niveau de fonctionnalité. Autre exemple, si on veut organiser des classes virtuelles comme on le fait aujourd'hui, plusieurs alternatives sont possibles. Soit une plateforme peut offrir ce service en son sein, soit elle peut également donner accès à un outil qui peut être WebEx ou Adobe Connect ou aussi Classio en externe en fait. Donc ce sont des choix qui peuvent être différents et qui peuvent vous orienter ensuite sur le choix de la pédagogie et qui vont créer un usage qui va être vraiment différent.
En termes de design, nous, on le met vraiment en avant parce que l'expérience utilisateur est de plus en plus importante et les attentes des apprenants, qu'ils soient en formation initiale ou en formation continue, sont très importantes. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir disposer en général d'une interface conviviale et simple à prendre en main. Donc là, après, c'est aussi de se dire, est-ce que je souhaite donner accès à mes utilisateurs via un PC ou via une tablette à mes formations. Dans certains cas, donc là, c'était l'exemple d'une entreprise qui souhaitait donner accès en fait à la plateforme, à ses différentes filiales et se dire, est-ce que chaque filiale aura une interface graphique différente? Est-ce qu'il faut afficher un logo différent, etc. Donc, au sein d'un organisme de formation, on pourrait aussi dire, en fonction du diplôme, par exemple, est-ce qu'on a envie d'apporter et de changer l'interface graphique. Donc, tout ça, il faut vraiment l'envisager très en amont pour ensuite faire les bons choix. En termes de technique également, donc là, ça va être par exemple, est-ce qu'on souhaite proposer un accès à nos formations à des apprenants qui ne seraient pas connectés à Internet. Donc en fait, il y a différentes plateformes qui proposent des applications qui permettent par exemple de se connecter, d'héberger, enfin de recueillir en fait les modules de formation sur la tablette ou sur un smartphone pour ensuite pouvoir les consulter en offline. Et dès qu'on se connecte à Internet, il y a une forme de petit outil qui permet ensuite de faire remonter les statistiques sur la plateforme, qui permet vraiment d'avoir une continuité dans l'expérience de formation. Et donc là, nous, on avait rencontré un client qui avait eu le cas qui avait oublié de se poser cette question-là et qui avait parmi ses apprenants des gens qui étaient en prison et qui n'avaient pas en fait accès à des connexions Internet et qui ne pouvaient pas du coup faire l'usage, donner accès à cette plateforme en prison. Donc ça, c'est vraiment aussi des questions qui sont essentielles. Je poursuis, c'est le temps qui passe vite. L'hébergement également est une donnée importante. Dans certaines entreprises, mais c'est rarement le cas en organisme de formation, il faut vraiment sécuriser l'hébergement et recueillir la plateforme et l'héberger en interne sur les serveurs internes. En termes de reporting, donc là, l'objectif à chaque fois, c'est de pouvoir disposer de données de suivi pour chaque apprenant. Donc là, après, ce qui est important pour vous faciliter à vous le suivi, c'est de structurer un petit peu les données et de voir quelles vont être la structuration des données que vous souhaitez voir. Donc, est-ce que vous allez avoir des groupes d'apprenants, des classes, est-ce que vous voulez avoir un suivi par diplôme? Toutes ces questions-là vont aussi être apposées pendant la rédaction du cahier des charges. En termes de déploiement, l'idée aussi, c'est de voir si vous souhaitez commercialiser les formations en ligne, parce que certaines plateformes proposent de mettre en avant un catalogue de formations, mais ce n'est pas le cas de toutes. Certaines également permettent d'acheter à la carte des modules de formation en ligne. Donc tout ça, c'est aussi des points qui sont indispensables à prendre en compte. Et puis quelques points de vigilance, parce qu'au-delà du guide que nous avons pu concevoir, certains avis, en fait, certaines personnes souhaitent échanger avec des utilisateurs de plateformes. Et je tenais à rappeler qu'en fait, on peut avoir des organismes de formation, par exemple, qui utilisent la même plateforme, mais les différences, il peut y avoir des différences en termes de version de plateforme. Donc avant d'échanger et de prendre en compte certains avis, il faut vraiment vous assurer à chaque fois que les gens qui vous donnent leur avis, on dispose bien soit de la dernière version, soit de prendre en compte aussi les différents paramétrages qui ont été faits au moment du lancement de la plateforme. Et tous ces paramétrages ont effectivement un impact sur le budget et sur le planning. Autre point de vigilance, c'est lié à la compatibilité SCORM. Certaines plateformes, alors toutes celles qui sont dans notre guide sont conformes au standard SCORM, mais ce n'est pas le cas de toutes. Donc, je ne sais pas si tout le monde connaît le standard SCORM, mais peut-être un petit rappel. C'est vraiment ce qui permet de rendre accessible l'ensemble des modules SCORM qui vont être produits en dehors éventuellement de la plateforme et qui va permettre l'adaptabilité, la durabilité, l'interopérabilité et le fait de pouvoir réutiliser ces mêmes modules sur d'autres plateformes.
Autre point de vigilance, c'est le droit de propriété. Certaines plateformes, alors c'est pas le cas je crois sur celles qui sont présentées dans nos guides, restent propriétaires des données hébergées sur la plateforme, donc ça c'est un vrai point de vigilance également à prendre en compte. Et puis certaines plateformes, je pense notamment à Cross Knowledge, proposent des modules sur étagère également. Donc là, à voir si c'est un vrai atout, si finalement vous préférez concevoir vous-même vos modules de formation. Et les tendances par rapport à 2015, il y a eu quelques changements qui ont émergé. Au niveau des éditeurs des plateformes, au niveau des plateformes commerciales, on a vu vraiment un développement pour privilégier la mobilité. Donc en 2015, beaucoup avaient indiqué qu'ils avaient développé des applications destinées à pouvoir jouer des modules sur tablette ou sur smartphone. Et en 2016, on a vraiment vu que l'ensemble des éditeurs avaient enfin mis en place et développé ces applications qui permettent un vrai usage mobile de leur plateforme. Autre point qui a bien été développé cette année, c'était aussi de faciliter le reporting avec la généralisation à toutes les plateformes de rapports automatisés et de modèles qui permettent de gagner vraiment du temps et d'automatiser un certain nombre de tâches en termes de suivi. Et puis une grande place également est accordée à l'utilisateur final. On pense toujours à l'expérience des utilisateurs, des apprenants. Et là, de vrais efforts ont été consentis sur tout ce qui est gamification, on en parle beaucoup, avec l'ajout de badges par exemple, ou la personnalisation, l'ajout d'avatars, et puis des fonctionnalités nouvelles qui permettent vraiment à l'apprenant d'interagir de plus en plus dans la plateforme, de créer lui-même des contenus, des quiz, ou de mettre à la disposition des contenus nouveaux, et puis de noter ou de partager des ressources. En termes, au niveau des plateformes open source, qu'on avait vu avec Stratis, notamment avec Jean-Yves Loiget et Jean-Luc, c'était qu'on pouvait mettre de plus en plus de nouveaux formats comme des méthodes. Il y avait une orientation nouvelle vers la gestion des compétences et des parcours individualisés et l'ajout de plugins nouveaux, notamment pour la mise en place d'achats en ligne et de modules de formation. Et toutes ces fonctionnalités nouvelles peuvent vraiment être intéressantes aussi pour les organismes de formation. Et la grande nouveauté du guide, là, c'était pour passer le relais justement à Loïc, c'était tout le volet consacré au MOOC, où au sein de chaque partie des plateformes commerciales, des plateformes open source, on a mis en exergue des plateformes qui permettent de diffuser et de mettre en place des MOOC. Et là, je laisse peut-être, alors je ne sais pas si vous avez des questions, je passe la main à Loïc. Alors, peut-être effectivement quelques questions avant de voir avec Loïc. Dans le chat, ou si quelqu'un veut prendre la parole. Alors, voilà, donc on a une question de Dominique. À partir de combien d'apprenants une telle forme est-elle pertinente, si toutefois cette question est pertinente? Alors peut-être qu'est-ce que vous entendez par une telle plateforme? Vous m'entendez? Oui. Ces plateformes ont souvent un coût assez élevé, donc je me pose effectivement la question du retour sur investissement. Donc si je prends... c'est vrai que ma question est un peu stupide parce que ça dépend des fonctionnalités qu'on met dessus, mais en gros elles sont utilisées à partir de combien d'apprenants à peu près? Là, moi, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de règles. Nous-mêmes, par exemple, dans certains projets, on met en place des plateformes pour 50 personnes. Donc, ça dépend vraiment du projet, du montant. Enfin, il n'y a pas de... Oui, ça dépend de l'enjeu. Enfin, je dirais qu'il n'y a pas de nombre d'apprenants minimum. Tout dépend de ce que vous en faites et de par qui vous passez. Si c'est votre propre plateforme, si vous la louez, si... Là, on peut envisager à chaque fois des solutions assez différentes. Enfin, je ne sais pas, Jean-Luc, si toi, tu as une préconisation à ce niveau-là. Non, moi, ma réponse irait dans le même sens, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nombre minimum pour moi pour
passer, enfin pour mettre en place un LMS, ce sont plus soit des besoins fonctionnels qui vont faire que seul le LMS peut répondre à ces besoins-là, soit enfin des besoins toujours d'ordre fonctionnel, mais liés par exemple à des notions de traçabilité pendant un certain temps et dans l'esprit même encore, je pense, de certaines personnes, on peut se dire, on peut imaginer se passer de plateforme et utiliser aujourd'hui des outils de partage d'espace du cloud, d'outils aussi de visioconférences gratuits de type Skype ou des choses comme ça. Donc voilà, il y a tout un ensemble d'outils aujourd'hui accessibles sur le web gratuitement, mais qui par contre sont des outils indépendants, ça c'est la première chose, et ne vont pas assurer ni une cohérence, ni une traçabilité d'ensemble des activités. Donc je prends que ce point-là, c'est pour plutôt de vous donner un exemple d'un besoin fonctionnel qui aujourd'hui peut vous amener à aller vers une plateforme, à mon avis. Par contre, après, est-ce que vous allez aller vers une plateforme auteur, propriétaire ou vers une plateforme open source? Là aussi, vous allez retrouver des questions de fonctionnalité et des questions d'ordre technique et financier qui orienteront votre choix. Et là, en fonction du nombre, alors là, ça peut, dans certains cas, vous orienter vers l'une ou l'autre. Et sans a priori, parce qu'il faut vraiment regarder les choses à la loupe, on va dire, pour voir ce qui est le plus intéressant. Si au démarrage, vous n'avez que 50 apprenants, mais peut-être que dans quelques mois ou dans quelques années, vous en aurez quelques centaines ou quelques milliers. Et donc là, il faut envisager l'évolution de votre activité. Et il y a certainement des solutions qui le permettront mieux que d'autres. Merci si on a pu, c'est très bien si on a pu vous éclairer un petit peu. Donc ne pas perdre de vue, donc justement, je ne sais pas si tu l'as mis à la fin. Oui, quasiment, voilà. Vous voyez l'heure. Oui, voilà. Donc sur le site, alors vous avez le QR code, hein, si vous voulez en profiter pour le flasher, vous pouvez le faire tout de suite. Et sinon, donc sur le site du FOD, hein, 3fod.fr, vous trouverez effectivement le petit formulaire qui vous permet de demander à recevoir le lien de téléchargement. Hein. C'est pas qu'on en restreint l'accès au niveau du FOD, c'est simplement pour garder un contact avec vous et puis connaître un peu le nombre de personnes. Justement, donc je regardais Noria pendant que tu présentais. Le dernier guide a été téléchargé un peu plus de 400 fois hein, depuis fin janvier. Et la version 2015 a été téléchargée plus de 1800 fois. On est à 1850 téléchargements. Donc, comme quoi, ça confirme bien que ce guide répond à une attente, mais vous n'aurez pas toutes les clés avec ce guide, mais vous aurez, je pense, et nous le pensons avec Noria, une bonne base pour faire peut-être un premier tri, un premier choix, et surtout vous donner une idée plus précise de ce que l'on peut attendre d'une plateforme propriétaire, d'une plateforme open source, pourquoi l'une plus que l'autre, et dans ces deux grandes familles, commencez de voir celles qui répondent le mieux à vos besoins, j'espère. Voilà, bon, je vous propose que, Noria, je te remercie, tu restes avec nous bien évidemment, et je pense qu'on aura des questions à la fin. Et donc, je vais passer la parole à Loïc, alors, le temps que je charge. Voilà, mais non, ça se fait tout seul, puisque ça enchaîne. Voilà. Et donc, Loïc Tournedoy pour l'AFRA. Bravo, merci. Je reviendrai au cours de ma présentation sur la question qui vient d'être posée. Juste deux mots pour vous dire qui je suis, de quel point de vue je vous parle. Donc, je suis directeur de projet numérique, je gère des projets depuis plus de 30 ans, dont depuis 6 ans, directement en lien avec la pédagogie et la formation. Donc, des projets que ce soit des MOOC, des serious games, la réalisation de vidéos, la mise en place de réseaux sociaux, voilà les genres de projets que je gère. Et notamment, donc, j'ai géré le MOOC Cuisine AFRA qui vient de se terminer sur un gros succès. Je reviendrai sur les chiffres à la fin. Donc, mon exposé va comprendre 3 parties. La première, en fait, en introduction, j'essaierai de dire rapidement, en fait, 4 points, en fait, un peu importants, en fait, qui, de mon point de vue, vont distinguer
une formation traditionnelle en e-learning traditionnelle telle qu'on peut la faire sur des LMS, d'une formation de type MOOC. Ensuite, dans le corps de mon exposé, en fait, on va regarder, on va dire, 7 étapes clés d'un projet MOOC. Et à chacune de ces étapes clés, quels sont les points de vigilance par rapport à la mise en place d'une plateforme LMS. Et puis après, je ferai une conclusion. Donc, pour commencer par le premier point, ma vision, moi, par rapport en fait, aux formations de type MOOC, il y a 4 points fondamentaux à bien prendre en compte. Le premier, c'est effectivement le scénario pédagogique. Enfin, tout le monde le dit, le répète, en fait, c'est bien d'avoir des belles ressources, sympas, modernes, mais en fait, ça ne suffit pas. Donc, l'important est d'avoir un scénario pédagogique qui enchaîne ces ressources de façon, on va dire, intelligente, intelligible, attractive. Un scénario pédagogique qui va mélanger on va dire les diversités de ressources, d'activités, pour pas que ce soit trop linéaire, trop redondant, et qui va permettre aussi de favoriser l'implication des apprenants. Donc, ça, c'est le premier point. Le second point, effectivement, une bonne majeure partie des MOOC aujourd'hui contiennent massivement des vidéos à 80-90% et puis des quiz. C'est bien, mais en fait, pour faire un MOOC qui marche bien, ce n'est pas suffisant de mon point de vue. Il faut aussi d'autres types de ressources pour intéresser plus les apprenants. Notamment, là, je ne parlais pas que du MOOC de l'AFPA, mais certains acteurs commencent à mettre, par exemple, des services dans les MOOC. C'est le cas de l'IFP ou de Eurotunnel. D'autres mettent des activités de type études de cas. En fait, enfin, c'est mon troisième point. Par exemple, le MOOC gestion de projet, en fait, de l'école centrale de Lille. Ou d'autres, en fait, comme le MOOC cuisine, vous invitent en fait à pratiquer on va dire, des concepts vus de façon théorique au départ. C'est-à-dire pratiquer des techniques culinaires, par exemple, en réalisant des recettes. Ça, c'est dans les activités. Et un quatrième point, l'un des intérêts des MOOC, c'est effectivement de faire en sorte que l'apprenant ne soit pas seul face à son écran et qu'il puisse interagir en temps réel ou en différé via divers outils, les forums, je vais y revenir, les réseaux sociaux numériques aussi les chats, les directs live avec les formateurs ou avec l'équipe pédagogique. Donc voilà pour ces 4 premiers points, je vais détailler un peu plus après. Ensuite, pour la seconde partie, là, je vais m'appuyer sur on va dire, la description d'un projet MOOC type, telle qu'elle a été faite par Mathieu Cizel dans son MOOC sur comment construire un MOOC, une MOOC de A à Z. Donc lui, il voit 7 étapes fondamentales. Donc moi, j'ai repris ces 7 étapes, je les ai analysées sous l'angle du projet que j'ai conduit et en faisant un zoom pour vous sur effectivement les points impactants à chaque fois sur la LMS. Sachant que, effectivement, un projet de MOOC, c'est un peu particulier. Ce n'est pas un projet comme les autres, je dirais. Il y a pas mal de questions à se poser, pas mal de choses à examiner. Et donc, il faut le faire de façon assez méthodique. Donc, premier point. Alors, la première étape, comme dans tout projet, effectivement, avant de démarrer, il faut définir d'où on part, où on veut aller, les moyens dont on dispose, quels sont les enjeux, les objectifs, la cible. Enfin, il y a pas mal de questions à se poser. Et donc, l'important est d'arriver, là, il y a une petite coquille, en fait, vous l'aurez dans la version définitive. Les facteurs clés de succès sont principalement d'arriver à définir, finalement, dans une note de lancement ou dans une fiche projet, dans une note de projet, ça dépend comment on appelle ça, un certain nombre de points. Donc, quels sont les enjeux, les moyens, la cible client, est-ce qu'on vise le grand public, est-ce qu'on vise les apprenants captifs, effectivement, si on est plutôt en entreprise, quel niveau de formation on vise, est-ce qu'on vise à faire des choses qui vont être diplômantes, certifiantes, ou est-ce que c'est juste, entre guillemets, de la culture générale, comme on peut le voir sur d'autres MOOC, comme les MOOC culturels qui ont été mis en place récemment, il n'y a pas juste notre MOOC cuisine. Donc, voilà, tous ces éléments-là, il faut impérativement les formaliser, d'abord dans un document, mais aussi les faire valider à un comité de direction qui va vous donner les moyens pour lancer votre projet, et aussi qui décidera à moments cruciaux quand il y aura des décisions à prendre. Donc, du point de vue de la plateforme, du LMS, dès cette étape, il faut penser à la stratégie d'intégration, c'est-à-dire, c'est là qu'on va aussi peut faire un lien avec le coût d'un MOOC, d'une plateforme, on va dire. Si vous avez déjà une LMS qui est existante dans votre entreprise, effectivement, il faut se poser la question de comment je vais pouvoir intégrer mon MOOC, mon cours en ligne, dans cette plateforme. Est-ce que je veux l'intégrer dès le départ
complètement ou pas? Est-ce que si c'est un coup d'essai, finalement, vous n'êtes pas sûr de vouloir continuer après ce premier MOOC, est-ce que ça ne vaut pas le coup finalement de louer plutôt une plateforme à part, juste le temps de faire, de voir s'il y a un marché, s'il y a un retour sur investissement avant de se lancer dans des plans d'intégration assez longs et coûteux, parce que ce n'est pas forcément toujours simple, d'adapter une LMS ou de mettre en place des fonctionnalités un peu plus avancées, telles qu'on peut les trouver dans les MOOC au sein de votre LMS. Et donc, par rapport à cette question, bah, ça dépend, la réponse va dépendre beaucoup, effectivement, du périmètre que vous ciblez, enfin, du nombre d'apprenants que vous ciblez, mais aussi, effectivement, de la pérennité de votre dispositif. Puisque, effectivement, pour donner juste un exemple, sans tout vous citer, dans le cadre, en fait, de notre projet MOOC Cuisine, nous, l'AFPA, on a déjà une plateforme qui est en train de se mettre en place, qui est assez importante et significative, qui est basée sur une solution Moodle, open source, mais qui est en cours de déploiement. Et donc, le choix a été fait en septembre dernier, finalement, de dire ben, le MOOC, c'est un coup d'essai, on va voir ce que ça va donner, on ne sait pas si ça va continuer. Donc, finalement, pour cette période de 6 premiers mois finalement, de test, un premier MOOC, on va faire plutôt un appel d'offres assez court et rapide. On va sélectionner un partenaire, on va dire un prestataire qui va nous aider à mettre en place une solution qui peut-être au bout de 6 mois sera entre guillemets fermée pour pouvoir migrer notre MOOC ailleurs. Voilà. Donc en fait, quand on fait un appel d'offres de ce type-là, par exemple, ben, finalement les coûts vont de quasiment, entre guillemets, pour l'hébergement pur, presque 0 € jusqu'à 50 ou plus de 50 000 ou presque 100 000 €. Ça dépend si on compare vers des solutions hyper lourdes, hyper propriétaires de ces deux acteurs, je ne citerai pas, ou de solutions beaucoup plus alternatives, mais avec des modèles, des business models différents comme Open Classroom ou Fun, qui sont assez particuliers. Donc, tout dépend d'un certain nombre de paramètres. C'est pour ça que effectivement, je vous ai dit par écrit que chaque projet est différent et chaque cas est différent. Et donc, effectivement, dès cette étape, c'est bien se poser la question de, finalement, est-ce que ça va s'intégrer dans mon système d'information tout de suite ou un peu plus tard? Sachant qu'il y a un truc que je n'ai pas dit là. Nous, on a fait ce choix donc, de mettre, pour ce coup d'essai, notre MOOC un petit peu à côté, mais on l'a quand même interfacé avec une partie de notre système d'information, surtout pour la partie annuaire inscription, pour ne pas perdre, on va dire, toutes les informations importantes et riches qu'on peut collecter quand on fait un MOOC, et qui peuvent éventuellement servir par la suite en termes de sourcing, en termes de commercialisation, en termes de contact ultérieur. La deuxième étape, donc, une fois que le projet est cadré, acté, que vous l'avez lancé, que vous avez des moyens, effectivement, il faut construire votre équipe. Il y a aussi après la gérer et l'animer. Donc là, la particularité, là encore, du MOOC, c'est qu'en fait, finalement, il faut des compétences diverses et variées pour réussir. Effectivement, il y a des expertises métiers liées au métier que vous allez traiter dans votre MOOC. Il faut des expertises, des experts pédagogiques, des gens qui maîtrisent l'audiovisuel, le graphisme. Il y a beaucoup de vidéos, beaucoup de ressources un peu riches. Il faut finalement des compétences informatiques pour mettre en place la plateforme. Il faut des compétences aussi juridiques pour réfléchir finalement à quel type de licence vous allez mettre en place sur vos ressources. Et aussi pour s'occuper de tout ce qui est déclaration CNIL. Il faut aussi des compétences en communication, animation, en réseaux sociaux numériques, community management, finalement, pour faire vivre la communauté, mais aussi pour communiquer en amont, pendant et après sur votre projet. Donc, on voit très bien une équipe pluricompétences. Il faut aussi des gens, quelque part, un peu passionnés par le sujet, qui ont eux-mêmes, de préférence, suivi des MOOC à titre personnel et qui sont imprégnés un peu de cet écosystème. Du point de vue de la plateforme, du coup, il faut choisir une plateforme qui prenne en compte tous ces points de vue. Et notamment, quand vous allez choisir, si vous choisissez même temporairement ou définitivement un prestataire, une solution, pour trouver des experts ou un prestataire, il va falloir vous appuyer sur à la fois principalement toutes ces directions exécutives, toutes ces compétences, mais aussi surtout principalement sur vos informaticiens, votre direction de système d'information, si à terme vous prévoyez un interfaçage plus ou moins fort, une intégration de ces MOOC dans votre système d'information. Donc impliquer l'informatique à la fois pour rédiger les cahiers des charges, les valider, mais aussi choisir le prestataire, c'est important. C'est un facteur clé de succès.
Ensuite, la troisième étape, donc vous avez lancé votre projet, vous avez fait votre équipe, vous avez choisi un prestataire, vous avez choisi une plateforme. Ah oui, je reviendrai tout à l'heure sur la plateforme OpenEDX. Là, vous allez commencer à construire votre cours. Donc, produire des ressources ou prendre des ressources existantes, les relooker, les assembler, enfin, construire d'abord le scénario pédagogique un peu global. Donc là, l'important, effectivement, est de soigner la scénarisation. Pour éviter effectivement l'apprenant soit perdu, mais aussi pour éviter que finalement, les apprentissages soient lourds, longs, compliqués. Donc là, plusieurs choses. La première, il y a un premier risque en fait, c'est de dire j'ai un cours existant là qui marche très bien pour mes apprenants présentiels, je vais le transposer en ligne. Ça, bien entendu, ça ne marche pas. Il faut d'abord effectivement penser à l'apprenant qui sera souvent, parfois, un peu seul face à son écran. Et donc, il faut penser, repenser ou relooker les ressources existantes si vous en avez déjà. Mais, par exemple, raccourcir les vidéos pour qu'elles ne soient pas trop longues, 2, 3, 4, 5 minutes maximum en fait. Les relooker, embarquer plus de pédagogie dans les vidéos. Par exemple, sur le MOOC Cuisine, nous avions 600 vidéos existantes. Nous en avons sélectionné qu'une petite partie, on va dire une centaine, que nous avons entièrement relooké pour vraiment chapitrer les étapes d'apprentissage, incruster dans les vidéos des définitions, incruster des conseils, des informations complémentaires que finalement, normalement, en présentiel, le formateur aurait donné à l'apprenant, soit en amont, soit pendant, soit en aval de la visualisation de ces vidéos. C'est ce que j'entends par plus de pédagogie dans les ressources. Parce qu'effectivement, l'apprenant doit être plus autonome. Et pour les ressources écrites, parce qu'effectivement, nous, dans notre MOOC, par exemple, nous n'avons pas que des vidéos de quiz, nous avons aussi des ressources écrites, des documents PDF qui viennent compléter les vidéos. Il faut effectivement éventuellement les relooker, qu'ils soient plus attractifs, mais aussi les alléger, qu'ils ne soient pas trop lourds à imprimer ou à visualiser sur un écran. Donc, par rapport à la plateforme, une fois qu'on a dit tout ça, qu'est-ce que ça sous-tend? Ça sous-tend le fait que déjà la plateforme puisse intégrer tout type de ressources, pas juste des vidéos, des ressources cornées, des quiz, mais aussi éventuellement des choses un peu plus sophistiquées comme des serious games ou comme des contenus un peu plus spécifiques. Il faut aussi qu'elle puisse vous assembler ces différents contenus de façon un peu homogène, sans qu'on ait de rupture dans les apprentissages. C'est ce que j'avais essayé de visualiser là, à la slide d'avant, en vous mettant une copie écran de notre plateforme. Là. On voit, pour ceux qui connaissent un peu EDX, France Université Numérique ou autre, un peu l'ergonomie habituelle, avec un contenu du cours qui va enchaîner des séquences, des séances d'apprentissage, dans lesquelles on va trouver un certain nombre de ressources, et avec un petit système de navigation qui permet d'aller d'une ressource à l'autre, et tout en ayant en permanence un petit visuel qui permet de se raconter à quel moment on en est de la formation pour la semaine 1, 2, 3, 4. Et conceptuellement, est-ce que ça va concerner les légumes, les poissons, les viandes ou les desserts. Ensuite, un autre risque, c'est dans le scénario qu'on a construit, dans le cours qu'on propose, c'est d'être trop théorique ou trop transmissif. Donc, un des facteurs clés de succès, enfin nous, ce qu'on a essayé de mettre en œuvre, c'est en fait d'avoir des vidéos qui permettent de découvrir des concepts et ensuite de proposer des activités qui vont finalement inciter l'apprenant à pratiquer, mais aussi à interagir avec la communauté des apprenants. Donc, par exemple, sur le MOOC Cuisine, nous, on avait proposé de réaliser des recettes, mais aussi de faire des photos ou des vidéos de ces réalisations et de les partager sur différents médias qu'on va voir juste ensuite. Donc, par rapport aux exigences de la plateforme, bon, ça c'est un point que j'ai dit. Effectivement, l'idée c'est vraiment de pouvoir assembler les activités assez facilement telles qu'elles vont être proposées, de façon à ce que ce ne soit pas hyper linéaire, une vidéo, un quiz, beaucoup plus souple et éventuellement un peu hétérogène pour varier les apprentissages. Essayer d'accélérer un peu. Donc ensuite, vous avez construit votre cours.
Il faut bien entendu le tester. Comme dans tous les projets informatiques ou numériques, c'est une phase qui est toujours un peu, des fois, négligée. On ne passe jamais assez de temps sur les tests, hein. Donc, éventuellement, on peut les tester des fois qu'avec un nombre de personnes restreint, qui ne sont pas forcément représentatifs de la communauté d'apprenants qu'on va avoir face à soi. Puisque, effectivement, si on est dans un monde très ouvert et on offre un MOOC au grand public, on ne sait pas forcément qui il va y avoir face à nous. Et l'idée, c'est d'être le plus large possible en termes de représentativité, en termes de profil d'apprenant. Donc, nous, ce que nous avions fait sur le MOOC Cuisine, c'est que nous avions choisi un échantillon d'une centaine de personnes parmi les plusieurs milliers de personnes inscrites au préalable, mais ayant des profils diversifiés, à la fois des gens connaissant bien le numérique, à l'aise, des chefs de projet, des ingénieurs de formation, vraiment des apprenants bien à l'aise avec le e-learning, des gens plutôt experts sur la cuisine, mais très éloignés des problématiques de e-learning, et aussi d'autres personnes qui avaient réalisé eux-mêmes ou mis en place des MOOC. On avait prévu 4 semaines de bêta-test et on avait prévu effectivement un journal, on va dire, des évolutions, remarques, suggestions, modifications. Donc la complexité ou la difficulté par rapport à la plateforme de ce point de vue est finalement de pouvoir permettre d'ouvrir les inscriptions bien avant l'ouverture de la plateforme, 3, 4, 5 semaines avant le démarrage du MOOC pour ramener le maximum de gens. Et donc, mais de pouvoir finalement pendant cette phase où le MOOC n'a pas encore démarré, mais on a déjà plusieurs milliers d'inscrits, sélectionner un certain nombre de personnes et les mettre dans un petit groupe à part, de façon à ce qu'on puisse leur donner en visibilité tout ou partie du MOOC. Donc, effectivement, il faut que votre plateforme ait pu gérer des profils avec différents groupes, avec des droits d'accès différents. Pas forcément toujours intuitif. Ensuite, donc, effectivement, vous avez construit votre cours, vous l'avez testé, vient le moment de le promouvoir et de le lancer. Donc là, la communication est importante, bien entendu. En fait, si on fait jouer que le bouche à oreille, ça peut marcher, mais un peu moins bien que si on fait de la communication institutionnelle ou structurée. Les risques, effectivement, là, sont que si vous avez insuffisamment communiqué en amont ou trop tard par rapport au démarrage, en fait, le risque que votre cours reste un peu confidentiel, que vous ayez une communication adaptée. Donc là, l'idée, c'est d'être présent en termes de communication sur l'ensemble des supports et médias possibles, tous les médias possibles, presse écrite, télé, radio, mais aussi surtout les réseaux sociaux, parce que c'est là que vous pouvez faire un maximum de buzz, en fait. Site internet, si vous en avez un, site institutionnel, j'entends, en fait, construire un groupe Facebook ou un groupe LinkedIn ou un groupe IADO en fait, sur un réseau social choisi, pas sur tous les réseaux si vous allez vous disperser. Et donc, par exemple, nous, sur la cuisine, comme c'était très largement grand public et des publics très, très diversifiés, on avait privilégié Facebook et Twitter. Et donc, il faut avoir une communication visuelle avec des graphiques homogènes entre ces différents médias. Donc, pour la plateforme, finalement, l'important est de pouvoir personnaliser d'avoir une plateforme qui vous permette de personnaliser graphiquement en fait, votre site et votre MOOC, de façon à avoir une homogénéité entre la plateforme, votre site institutionnel, ce que vous allez retrouver sur les réseaux sociaux. Donc, par exemple, nous avions fait un visuel en fait, qu'on a après décliné partout, sur YouTube, sur Facebook, sur notre plateforme, sur les réseaux sociaux. Mais aussi l'important aussi donc, de pouvoir faire référencer sur différents annuaires. En fait, on a parlé tout à l'heure du MOOC francophone. Il y a aussi un annuaire qui s'appelle MyMOOC, il y a aussi l'Emploi Store de Pôle emploi. Et donc, l'idée est de pouvoir finalement interfacer ou mettre des liens entre ces annuaires et votre plateforme. Alors ensuite, votre MOOC est démarré. Quelque part, selon le volume des apprenants que vous avez en face de vous, ça va être le plus facile ou le plus dur. En tout, par rapport au volume qu'on va voir tout à l'heure, ça a été un peu le plus compliqué. Quand votre cours est construit et lancé, ben, il faut l'animer. C'est pas le tout d'avoir des belles ressources en ligne et de laisser les gens les suivre. C'est pas suffisant. Et donc là, la difficulté principale est que finalement, quand vous êtes par exemple sur Facebook, vous avez un groupe avec 5000 apprenants, même si vous avez 50 000 apprenants sur votre MOOC et que vous n'en avez que 10% sur un groupe Facebook, de 5000 personnes sur un groupe Facebook, c'est de la réaction en temps réel. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et donc là, la question aussi, la difficulté, c'est de faire face à un volume de questions, d'interactions important. Donc, sur le forum du MOOC, par exemple, nous avons plusieurs milliers de questions.
on a eu du mal à répondre à la totalité, et sur Facebook, on a eu des milliers d'interactions. Donc, les facteurs clés de succès, c'est effectivement de ne pas être seul, c'est d'avoir une équipe, même si tout le monde n'est pas à temps complet, qui va animer, modérer les réseaux et répondre aux questions, même si dans un premier temps, quand une question arrive, on laisse d'abord la communauté y répondre. Si au bout de 2-3 jours, il n'y a pas de réponse, effectivement, l'équipe pédagogique prend la main et répond plus formellement. Et il faut une équipe pluridisciplinaire par rapport à ça, qu'on n'ait pas que des pédagogues ou que des experts du sujet. Par rapport à votre plateforme, vis-à-vis du forum, votre plateforme doit impérativement, bien entendu, intégrer une fonction de forum. Donc ça paraît bête en le disant, mais ça ne suffit pas. En fait, il faut que cette plateforme elle vous permette de trier facilement, de classer les questions dans des paniers éventuellement, de mettre en avant certaines questions les plus critiques, où il y a une plus de réponses, soit par exemple avec une fonction qui permet d'épingler des questions. On va dire ça, sur OpenEDX, on a ça. Et c'est le même principe qu'on va retrouver sur Facebook. Et donc sur les réseaux sociaux, pareil, il faut choisir un réseau social, on va pouvoir mettre en avant certains acteurs ou certaines questions, et on va pouvoir naviguer ou traiter plus facilement les questions, surtout si on a un volume de questions important. Ensuite, ah oui, créer du lien avec les mondes réels. En fait, un MOOC, c'est pas juste un cours en ligne à distance dans les nuages où les gens s'interagissent entre eux via les réseaux sociaux ou via les forums. Le risque, quand on fait ça, c'est d'être trop éloigné de la réalité ou trop expert, trop pointu. Et donc, l'important, en termes de facteurs clés, c'est de pouvoir intégrer des témoignages de professionnels, enfin entre guillemets, des vrais gens qui exercent le métier qu'on propose en formation tous les jours et qui viennent témoigner par rapport à leur expérience. Donc, le CNAM a fait ça sur le management, nous on a fait ça sur la cuisine. Eurotunnel a fait ça aussi sur ces métiers du ferroviaire. Et aussi, un autre facteur clé, de proposer des événements, enfin, des rencontres ou des rencontres dans le monde réel. Donc, par exemple, le CNAM fait ça avec son MOOC Tour de France. Là. Nous, on fait ça avec un concours, par exemple, en Rhône-Alpes en ce moment, qui va se passer en juin. On invite les apprenants qui étaient sur le MOOC à venir dans un de nos centres faire un concours de cuisine où ils vont gagner potentiellement du matériel de cuisine. Et se rencontrer entre eux, échanger, discuter. L'impact ou l'enjeu sur votre plateforme par rapport à ça, je vais essayer d'accélérer si votre arrive, c'est de proposer finalement de pouvoir interfacer votre outil LMS avec des outils de campagne emailing et de pouvoir aussi interfacer votre LMS avec des flux vidéo externes. Enfin, donc votre MOOC est terminé. Avant de savoir si vous continuez, si vous faites la suite, la question, il faut faire effectivement le bilan. Donc le bilan, il est à la fois sur la forme et sur le fond. Sur la forme, l'analyse qualitative, en fait, vous proposez systématiquement en général à la fin de chaque MOOC, de votre MOOC, une enquête de satisfaction. Donc votre plateforme, elle doit vous permettre en fait d'exploiter au maximum cette enquête, ou alors de pouvoir au moins générer, comment dire, des emailing à partir des bases ou des annuaires des inscrits. Et aussi sur la partie quantitative, pardon. Il est intéressant de regarder à la fin du MOOC, effectivement, parmi, par exemple, les 200 ressources que vous pouvez avoir, comme on l'a eu sur notre MOOC, quelles sont les ressources les plus vues, les plus consultées. C'est la petite copie d'écran qu'on ne voit peut-être pas bien, mais on a le top 200 de nos vidéos du MOOC, en fait. Quelles sont les vidéos qui ont le plus plu, est-ce qu'il y a ou celles qui ont le moins plu, finalement. Il faudra peut-être laisser tomber pour la fois d'après, ou d'autres vidéos qui sont vraiment appréciées, sur lesquelles il est intéressant de capitaliser ou de s'améliorer. Voilà. Donc, on va arriver sur la fin. Ah oui, et donc aussi, ça se termine. En général, dans un MOOC, vous proposez une attestation, des attestations suivies ou des certificats, ça dépend. Nous, sur le MOOC Cuisine, c'était une attestation de réussite. Donc, la difficulté, c'est de pouvoir fabriquer en masse, on va dire, ces attestations, et, tout en ayant des attestations, bien entendu, personnalisées, avec le nom de la personne, avec le contenu du MOOC en question, mettre une date. Notamment, des fois, ça va jusqu'à signer une signature électronique de ce document. Donc, les facteurs clés, c'est de pouvoir avoir des outils qui permettent d'automatiser la construction et la fabrication de ces attestations et de proposer de préférence à l'internaute de le télécharger et non pas de lui envoyer, parce que sinon, ça peut être un peu plus compliqué. Il y a des petits écueils par rapport à ça. Donc, là, les points forts de votre plateforme,
que votre plateforme doit avoir par rapport à ça, c'est de pouvoir finalement aller piocher dans l'annuaire des apprenants et dans le système de notation, les notes ou la liste des apprenants qui ont plus d'un certain score défini, et de fabriquer ces attestations. Voilà, donc 14 heures, donc je vais terminer. Une fois que, si vous essayez de suivre un petit peu les pistes que je vous ai données, là, donc c'est un peu ce qu'on a essayé de faire nous sur le projet. Un challenge. Vous pouvez peut-être, mais c'est peut-être pas suffisant, ça dépend aussi du sujet que vous avez et comment vous le lancez, arriver à ce qu'on a eu, nous, donc plus de 50 000 apprenants sur une première session. C'est à ce titre-là qu'on estime être le premier français. Même si en volume, en nombre de sessions cumulées, aujourd'hui, on n'est pas encore le premier français, puisque par exemple, le CNAM, au bout de 3 saisons sur le MOOC Management, ils en sont à 100 000, et puis Rémi Bachelet aussi sur le MOOC Management aussi. Mais sur une première saison, on est à 50 000, et on espère faire 100 000 dans les saisons 2. Et voilà, vous avez un certain nombre de chiffres là, qui sont présents. Je vous enverrai, du coup, je vous mettrai en lien avec le document, un lien vers le teaser. Sinon, vous retrouvez sur YouTube les principaux bilans et les principales vidéos du MOOC. Voilà, j'ai fini. Il est 14 heures. Super, merci Loïc. Moi j'aime bien, cette idée de saison, ça fait un peu danse avec les stars ou je ne sais quoi, mais. Ouais, c'est ça, ouais. Saison de session, oui, d'ailleurs le petit scoop, c'est que donc nous, vu les volumes, pour dire franchement, en fait, on s'attendait au départ pas autant d'apprenants. On s'était dit, voilà, si on fait plus de 10 000 apprenants, on continuera. Donc le challenge est atteint. Sauf que du coup, même pour la suite, en fait, dans l'enquête de satisfaction, on a demandé aux apprenants, finalement, tous ceux qui sont allés à la fin, pas seulement ce qu'ils en avaient pensé, on leur a demandé aussi de noter nos ressources, de noter la qualité des scénarios pédagogiques, on leur a demandé un peu ce qu'ils souhaitaient pour la suite. Donc ce qui se profile, c'est qu'on va rejouer ce MOOC en fait à l'automne, encore enrichi et amélioré. Et on va proposer aussi une option de 2 à 3 semaines qui sera un zoom sur la pâtisserie. Voilà. Super. On a une question de Dominique qui demande comment est-ce que vous avez fait pour connaître le profil des apprenants. Alors le profil des apprenants, tout dépend ce qu'on entend par profil. En fait, moi ce que je fais tout le temps dans tous mes projets, c'est d'abord, j'en ai pas trop parlé au départ, mais dans la note de lancement de note de cadrage, on fait un benchmark. Que font les autres? Est-ce que le sujet sur lequel on veut aller, il y a déjà des choses qui ont été faites? Si oui, ou même dans des sujets un peu connexes qui n'ont rien à voir, par exemple, moi, à titre perso, j'ai fait plein d'autres MOOC, je regardais comment étaient faites les enquêtes de satisfaction ou les enquêtes même terrain, enfin au départ, pas les enquêtes terrain, les enquêtes sociologiques, on va dire, au départ, on pose un certain nombre de questions aux personnes, pourquoi vous venez là, quel âge avez-vous, quel est votre niveau d'études, quelle est votre motivation pour venir suivre ce MOOC? Est-ce que c'est plutôt professionnel? Vous avez un projet professionnel? Si oui, quel est-il? Et quel est votre niveau de formation initiale par rapport au sujet? Vous avez par exemple déjà suivi des cours de cuisine ou pas, en présentiel? Vous avez fait un CAP ou pas? Et quel est votre objectif? Est-ce que vous voulez monter votre restaurant ou acquérir tel et tel diplôme? Et voilà. Et on va jusqu'à demander, nous, éventuellement, le code postal de la personne pour pouvoir après cibler ou proposer des actions ciblées, comme j'ai parlé tout à l'heure du concours de cuisine qu'on fait en Rhône-Alpes. Effectivement, on cible par le code postal, on va dire que les gens qui sont un peu autour de nos centres, on va leur proposer des choses un peu ciblées. Donc quand on parle de profil ou on va regarder le profil finalement à la fois en termes d'éducation, de formation, mais aussi en termes de motivation, quelles sont leurs motivations pour suivre ce cours. Je ne sais pas si ça répond à la question. Donc c'est par l'intermédiaire d'un certain nombre de questions, on va dire. D'accord. Alors, je pense que c'est un critère peut-être important aussi avec le prestataire ou avec le choix de la plateforme. Parce que je me souviens avoir invité les opérateurs du MOOC faire une vidéo professionnelle avec son smartphone. Et ils n'avaient aucune info sur les participants. Après ou en cours? Ils n'ont pas cherché forcément à le savoir, ça dépend. Je dirais que le dispositif dans lequel ils s'étaient inscrits ne leur fournissait pas ces infos. Ah oui. Alors là, par rapport à la plateforme, c'est une question importante et intéressante. Soit vous avez une plateforme hyper sophistiquée qui permet de tout faire, y compris des enquêtes sociologiques ou des questionnaires d'enquête assez pointus. Soit vous le faites à côté, vous l'interfacez. Par exemple, sur OpenODX, certes, on a une fonction
pour permettre aux gens de s'inscrire et pour permettre de poser 2-3 questions quand ils s'inscrivent. Par exemple, nous, à l'inscription, pour pas trop rebuter les gens, on a demandé juste, grosso modo, nom, prénom, pays, âge et puis email, c'est tout. Et après, à côté, on a fait une enquête avec une vingtaine de questions au départ. On a fait à part sur un Google questionnaire qui peut être fait sur LimeWire ou sur autre chose en fait. Enfin, après, à ma connaissance, il y a peu de plateformes LMS qui intègrent des outils de manière de gestion d'enquête sophistiqués. Donc, effectivement, l'important par rapport à la plateforme, c'est de pouvoir interfacer ces outils d'enquête avec votre annuaire de plateforme. Pour aller piocher déjà un certain nombre d'informations de base que vous avez demandé sans les redemander à chaque fois. Oui, d'accord. Oui. Ok, je vois pas de dernières questions. Peut-être Noria, tu veux peut-être apporter un petit complément ou faire un lien entre ce que tu as dit et l'intervention de Loïc. Oui, entre-temps, c'est vrai que suite à la publication du guide, un certain nombre d'éditeurs m'ont dit que quelques cooks, donc c'est la version MOOC mais privée en entreprise pour Corporate Online Open Course, que donc des cooks avaient également été montés sur certaines plateformes propriétaires. Donc on sent que ce vent nouveau vers les MOOC en fait inspire également les entreprises et qu'on retrouve sur différentes plateformes. Donc je pense que les plateformes elles-mêmes vont évoluer et vont intégrer de plus en plus ces dispositifs avec ce séquençage en semaine qui est également assez stimulant et intéressant. D'accord. Donc ce qui laisse à penser que les plateformes utilisées dans les entreprises qui sont plutôt aujourd'hui des plateformes propriétaires vont intégrer des fonctionnalités nouvelles, plus appropriées pour effectivement diffuser des MOOC. D'accord. Oui, parce que donc, vous verrez, puisque bien sûr on vous invite à télécharger le guide, vous verrez qu'effectivement aujourd'hui la plupart des MOOC s'appuient sur des plateformes open source, hein, OpenEDX, Canvas, Moodle en l'occurrence, et un petit peu moins sur les plateformes propriétaires. Mais donc effectivement ce que nous signale Noria est très intéressant parce que ça veut dire que là, en 2017, dans le guide 2017, on peut imaginer pouvoir véritablement comparer peut-être autant de plateformes propriétaires que de plateformes open source sur cette particularité des MOOC. On a perdu Loïc, je pense pas volontairement. Écoutez, je vous propose effectivement de conclure parce que on a dépassé simplement de 5 minutes notre temps. Merci beaucoup, merci à Noria, merci à Loïc s'il nous entend encore. Donc comme je le signalais dans le chat.